Heureux de vous retrouver, madame, monsieur. Je reçois pour vous Idriss Katenga, qui est acteur de la société civile thématique électorale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, monsieur John. Alors, évidemment, thématique électorale, vous pouvez bien voir quelle est la tendance de l'actualité dans notre pays, avec cette nouvelle crise autour de la désignation du président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Mais au-delà, il se pose aussi certainement en arrière-plan, les problèmes des réformes électorales. Les réformes électorales ici et là-bas. Là-bas, c'est au Niger, d'où revient M. Idriss Katenga. Vous avez été aux côtés de la société civile nigérienne, voilà, pendant et après les dernières élections. Expliquez-nous un peu quel a été votre rôle. Merci. Je suis très heureux de me retrouver à votre plateau, comme toujours. Et effectivement, j'ai été au Niger, j'ai été à Niamey, où j'ai été à la tête d'un projet d'appui à la société civile. J'ai été désigné directeur d'un projet là-bas et j'ai effectivement accompagné la société civile avant, pendant et après les élections. Vous savez, la société civile joue de plus en plus un rôle professionnel dans la promotion des bonnes élections. Il ne s'agit plus de dormir, de se réveiller, se dire, voilà, je m'intéresse aux questions électorales. Aussi faut-il maîtriser de quoi il est question. Alors, dans le cadre de ma responsabilité, j'ai fédéré un certain nombre d'organisations de la société civile dans une synergie que nous avons dénommée là-bas COSEN. COSEN, c'est la coalition d'organisations de la société civile nigérienne pour l'observation des élections. Alors, il y a quelques réseaux et quelques organisations qui se sont fédérées. Mon rôle était d'abord de renforcer leurs capacités en matière d'observation électorale et de les déployer sur le terrain et de les faire observer les élections. D'abord, une observation de long terme et puis une observation de court terme. Et puis, surtout, de collecter les informations de terrain en vue de rendre compte à temps réel à l'opinion. Et ce travail a été fait. J'ai eu la chance de trouver des partenaires hyper motivés dans la question. Parce que si vous regardez bien, la question électorale est bien intéressante au Niger, mais il n'y a pas beaucoup d'organisations qui sont dans la question comme ici. Mais moi, j'ai eu la chance de trouver des organisations et des plateformes vraiment motivées et qui m'ont suivi et on a fait le travail. À l'issue de ce travail, on a produit un rapport d'observation. Et les organisations que j'ai fédérées ont constitué le principal groupe d'observation. Je crois que c'était, en ce qui concerne l'observation citoyenne des élections, c'était la plus grande mission. Et ça, je m'en félicite. Et donc, à la fin, qu'est-ce que la société civile avait comme rôle dans ces élections? Observer, crédibiliser ou jouer même un rôle? Était actrice ou comment? Ah, évidemment. Au Niger, la société civile est partie prenante de l'organisation des élections. Et présentement, la société civile occupe la vice-présidence de la CENI. Ah. C'est la CENI aussi. Ah, ok. Alors, l'avantage de la société civile, c'est qu'elle interfère avec leurs délégués en termes d'idées, en termes de propositions. Et puis, tout cela, il faut avoir une société civile vraiment éclairée par rapport à ça, bien outillée pour jouer pleinement le rôle. Et je pense que là aussi, nous avons fait un travail intéressant qui permet à la société civile, qui a permis à terme à la société civile de présenter un rapport assorti de propositions concrètes
sur la réforme et des propositions qui sont d'ailleurs exploitées jusqu'à ce jour. Mais si vous êtes arrivé au Niger, c'est certainement, comme vous avez dit, pour appuyer. Donc, si on renforce les capacités, c'est que les capacités étaient quand même légèrement faibles quand vous êtes arrivé. Oui, naturellement, les capacités n'étaient pas au niveau où nous les avons laissées. Mais nous, on a eu le privilège de faire un bon diagnostic par rapport à ce que pouvaient faire nos partenaires. Et c'est pour cela que notre intervention a consisté, a apporté la solution à tout ce que nous avons constaté comme besoin en matière de renforcement de capacité. J'ai terminé d'ailleurs ma mission par l'organisation d'une grande activité de formation. Parce qu'après avoir formé les acteurs, les observateurs de long terme et de court terme, maintenant, on s'est projeté dans l'avenir. Et pour aller dans l'avenir, il fallait doter maintenant les structures de la société civile locale des formateurs capables de perpétuer ces formations, d'abord au sein de leurs propres organisations et partout là où on peut avoir besoin d'eux. C'est comme ça que j'ai terminé ma mission par une formation de formateurs Bridge. C'était la dernière activité. Elle n'était pas prévue au départ dans les projets, mais ça, j'ai eu le privilège de négocier avec le bailleur de fonds et l'Union européenne qui a trouvé que c'était une très bonne piste parce que dans tout, il faut viser l'autonomisation des bénéficiaires. Avec les formateurs, ça permet de pérenniser, ils peuvent continuer eux-mêmes. Mais vous avez eu l'impression que cette société civile, elle était beaucoup plus axée, orientée vers quel type d'activité? Parce qu'on a quand même l'impression qu'en fonction des pays, les sociétés civiles sont plus sensibles à ceci ou à cela. Ah oui, moi je vais vous dire que la société civile nigériane est très dynamique et très avancée dans les questions de développement, par exemple, parce qu'elle mène une activité incroyable pour l'éveil de conscience. Le Niger, en fait, c'est un pays africain où on trouve presque les mêmes tares que partout ailleurs, mais j'ai quand même comme impression que l'opinion n'est pas aussi facilement manipulable qu'ailleurs. Et ça, c'est à l'actif de la société civile. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les Nigériens, en général, ils savent procéder à des tris nécessaires. Ils savent voir en tout qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui permet d'aller de l'avant. Et ça, il faut que les gens aient été préparés. Bon, maintenant, en dehors de ça, la société civile nigérienne est très aguerrie aussi à ce qui concerne la promotion des droits humains, particulièrement les droits des femmes et les droits des jeunes. Et ça, j'ai eu l'impression que c'est quand même valable pour l'ensemble des pays de la région du Sahel. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous me disiez que c'est peut-être ce qui explique qu'il y ait beaucoup plus de Ouest-Africains dans les systèmes des Nations Unies que ceux de l'Afrique centrale, par exemple. Quoi. Exactement. Alors, il y a beaucoup de raisons pour ça. D'abord, ils sont très sérieux. Quand ils prennent un engagement, ils l'assument pleinement et jusqu'au bout. Mais le fait aussi qu'ils sont préparés, cela donne quand même un tremplin important aux femmes, aux jeunes et même aux hommes de la région qui sont très nombreux dans le système des Nations Unies, en Afrique et à travers le monde. Bien. Alors, après votre mission, vous êtes rentré dans votre pays, vous êtes tombé en plein dedans dans une crise liée à la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, nous sommes mardi 10 août, c'est le jour où nous enregistrons et diffusons pour la première fois cette émission. On n'a toujours pas de solution. Oui, bon, pour moi, cette situation était à la fois surprenante et ne pouvait pas surprendre. Oui. Alors, pourquoi elle est surprenante? Elle est surprenante. D'abord, pourquoi elle n'était pas surprenante? C'est tout simplement parce que ce qui est arrivé, c'est ce qui est toujours arrivé. Je ne peux pas remonter au calendrier grec, mais on revient en 2020, en juillet 2020. Les confessions religieuses se réunissent pour désigner quelqu'un. À l'issue des consultations,
un candidat est désigné avec 6 voix et ce candidat est contesté. Et pour étayer cette contestation, on va inventer des mensonges. Les gens vont parler de la corruption, de ceci, de cela. Tout a été dit sur ce candidat. Et malheureusement, la contestation a pris la rue, la voie de la rue. Il y a eu même mort d'homme, il y a eu des destructions de biens matériels, ainsi de suite. Ce qui est dommage, ce que je déplore. Mais jusqu'à présent, personne n'a prouvé qui a été le corrupteur, qui a été corrompu et combien il y a eu. Je sais que parmi les confessions religieuses qui avaient désigné les 6, il y en a même, il y a des responsables qui ont payé de leur poste parce que, pour avoir été soupçonnés de corruption. Bon, maintenant, il y a des nouvelles autorités dans ces conceptions. J'aimerais qu'elles témoignent si elles ont été corrompues par qui que ce soit, pour l'instant. Alors, voilà ce qui montre pour moi que ça... Évidemment, vous parlez du cas de l'élection des Ronsard Malonda. Exactement. Oui. Cela ne devrait plus surprendre. Aujourd'hui, le scénario est pratiquement le même. On a désigné un candidat et toujours ceux qui crient à la corruption ont crié à la corruption, sans y apporter la moindre preuve, encore une fois. Et le pays est suspendu à cela. Voilà pourquoi j'estime que cette situation ne devrait pas étonner. Alors, au-delà, je pense que c'est l'opinion quand même qui devrait se positionner et trancher ça. Parce que parce que les drames chez nous... La rue, une fois de plus? Non, pas la rue. Pas l'opinion, c'est vous, c'est moi, et surtout, principalement, vous, les hommes des médias. Quand l'abbé Malouma est désigné en 2013, il est désigné par 7 confessions religieuses. Il y a une qui se met à l'écart. Quand c'est l'Église catholique. Exactement. Oui, bien sûr. Quand le président Corneille Nangaa est désigné en 2013, le scénario est le même. Il est désigné par cette église, une autre le rejette, quand bien même son nom était déjà dans la banque de données de cette église. Maintenant, en ce qui concerne M. Ronsard, il est désigné par 6 confessions et il y en a 2 qui se mettent à l'écart, en grand renfort de calomnie, de mensonges, d'intoxication. La preuve, vous avez vu, même si les partis politiques ont dit qu'ils ont envoyé les gens dans la rue, pour nous, parce qu'il faut bien savoir observer, c'est la Senko qui avait envoyé les gens dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est elle qui avait crié à la corruption. Oui. Et elle avait même donné les montants. 50 000 $, je pense, et un véhicule, encore une fois. Parce qu'il semble que du côté des évêques, on aime tellement des jeeps qu'ils voient les jeeps partout. Oui. Alors, c'était ça. Le problème est d'une telle gravité qu'il y a eu mort d'homme. Et, entre-temps, Ronsard a été torpillé comme s'il n'était pas citoyen de ce pays. Moi, je suis musulman, mais de temps en temps, je lis la Bible. Mais je n'ai pas vu là où Satan avait traité, Jésus-Christ a traité le Satan avec autant de méchanceté et de manière aussi impitoyable que j'ai entendu certains évêques traiter les compatriotes Ronsard Malonda. Et nous avons évolué. Aujourd'hui, on a désigné un autre candidat, M. Denis Kadim. Ce que je constate en même temps, c'est que du côté des 6 confessions, il y a quand même cette volonté de confier la gestion, la responsabilité à la CENI à des personnes qui les méritent vraiment de par leur capacité de gérer les processus électoraux. Mais est-ce que ce ne seraient pas les confessions les plus corruptibles? Oui, mais si elles sont corrompues par la qualité des candidats, moi je dis alors dans ce cas-là, la corruption est utile. Comment pouvez-vous imaginer? Mais vous savez qu'entre chefs des confessions religieuses, il y a eu des aveux, selon ce qui a été rapporté et consigné sur des PV, je ne les ai pas lus, comme quoi il y a eu des pressions, il y a eu de la corruption. Alors, vous ne pensez quand même pas qu'un candidat peut être désigné avec de telles valeurs? Non, vous voyez, dans un état de droit, si vous accusez quelqu'un, il faut vraiment... Pourquoi on dit tel a été convaincu des faits qui lui est opposé?
Cela signifie qu'on met devant la personne les faits. Et tout le monde est convaincu que, voilà, les faits ont eu lieu. Évidemment, en ce qui concerne la corruption, la situation est complexe. Mais au moins, je retiens qu'il y a eu des allégations que pour désigner Ronsard, il y a eu corruption. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu la preuve. Et aujourd'hui, c'est un autre candidat. On prétend que c'est un autre candidat qui a corrompu. Moi, j'aurais aimé que les autres disent, voilà, ils ont été incapables de départager les deux parce que les deux ont corrompu. Mais moi, à leur place, j'allais utiliser des stratégies pour mettre les 6 devant leurs responsabilités. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez vu que pour essayer de faire passer coûte que coûte ces messages dans l'opinion, ils ont inventé un tweet, je crois que c'est de International Transparency. Oui. Mais ce tweet a été démenti, il n'a jamais eu une telle publication. Là où il y a des preuves, là où il y a de la vérité, pourquoi on peut recourir au mensonge et à la calomnie? Moi, je pense que le problème est ailleurs. Qu'il s'agisse de Ronsard hier et de Denis Kadima aujourd'hui, malheureusement, et là je suis gêné de le dire, mais je vais le dire, il y a un problème de tribu qui est derrière ça. Ah bon? Oui, en ce qui concerne Ronsard Malonda, il a fait face à 2 candidats présentés respectivement par l'ECC et par la Senko, qui venaient d'un même coin. Alors, je ne peux pas parler de quel coin parce que je n'ai pas envie de diviser les Congolais. Moi, je suis né avant l'indépendance, j'ai grandi sous Mobutu, qui nous a mis vraiment ensemble. Hein. Tous ceux qui sont... J'ai vécu, moi je ne connais qu'un Congo uni, où je parle avec vous, John, vous venez de votre coin, mais je parle avec vous sans complexe parce que je parle à mon compatriote. Je peux parler ainsi à tout le monde. Mais il y a des instances qui font du tribalisme leur mode d'action. C'est comme ça qu'il fallait, coûte que coûte, que quelqu'un qui vient du centre du pays n'accède pas à la tête de la CENI. Cela avait déjà été dit. La preuve, c'est qu'en 2020, nous avions éliminé 3 candidats parce qu'ils venaient du centre du pays. Parce qu'en ce moment-là, vous étiez dans cette réunion des confessions religieuses. Ben oui, c'est au cours de cette réunion de confessions religieuses. Et même quand on a procédé par élimination, on a éliminé d'un revers de la main les 3 candidats qui venaient du centre du pays. Bon, évidemment, nous sommes restés avec M. Ronsard Malonda. Les autres ont été rattrapés. Il y a un qui a été retiré par sa propre confession parce qu'il n'avait pas la carrure. Curieusement, la même personne a été représentée aujourd'hui comme si elle a changé de la nature. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui venait du même coin, mais qui n'a pas été éligible pour des raisons évidentes. Maintenant, Ronsard est resté seul, naturellement. Mais comme il n'était pas d'un coin attendu par les autres, il est parti. Alors, maintenant, c'est le même scénario. Moi, ce que j'apprécie chez les 6, c'est le fait que, quoi que l'on dise, ils présentent toujours un candidat avec un bon profil. Je ne peux plus parler de Ronsard parce que j'avais, avec vous, parlé longuement de lui ici. Mais si on parle de Denis Kadima, que les gens ne connaissent pas, Denis Kadima, il a œuvré partout. Et d'ailleurs, le profil idéal qu'il nous faut aujourd'hui pour organiser les élections chez nous, c'est lui. Vous savez pourquoi? Denis Kadima a participé à la pacification de l'Afrique australe avec l'organisation de bonnes élections. Parce que l'organisme qu'il dirige, et ça a commencé là-bas. Après, il a étendu ses activités sur l'ensemble du continent. Aujourd'hui, le principal bailleur de fonds, le principal partenaire de Denis Kadima, par exemple, de son organisme, c'est l'Union européenne. Mais en même temps, les autres là qui contestent, ils travaillent avec l'Union européenne. Moi, je crois qu'il faut coincer Denis Kadima. Par deux raisons. Il est dit, sans vous interrompre, qu'il aurait été conseiller de tous les présidents des CENI précédents et donc, quelque part, co-responsable de ce qui s'est passé et qu'il est aujourd'hui aussi proche de la présidence. Il est un expert qui a travaillé avec la présidence de la République
Et donc, sa neutralité n'est pas garantie. Ça, c'est une aberration. Si on conteste quelqu'un, parce qu'il n'a fait que participer à la bonne politique, à la définition des bonnes politiques. Mais s'il a conseillé le président de la CENI, ce n'est pas seulement au Congo. Partout. Moi, je vous dis que je viens du Niger. Moi, je m'occupais de la société civile. Mais nous étions des directeurs là-bas. Il y a un directeur de EISA qui s'occupait de l'appui à la CENI. C'est mon frère Mathieu Billet, qui est lui ivoirien. C'est lui qui représentait l'organisme de M. Denis Kadima pour l'accompagnement, non seulement de la CENI, mais également des médias. Et tout s'est passé convenablement. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, je vais vous proposer, vous autres, de vous inspirer. Si je pouvais rester encore au Niger, j'allais négocier que les journalistes chez nous aillent un peu voir. Je ne dis pas que vous êtes nuls. Vous faites déjà bien votre travail. Mais il faut toujours voir comment les autres évoluent. Il serait utile d'aller voir comment ils font avec des rapports de monitoring incroyables. Vous voyez. Donc, c'est une aberration. C'est ce qu'on a dit d'Eronsard aussi. Comme il a travaillé là-bas, il a gravi tous les échelons, il devient mauvais. C'est comme si on n'encourage pas les cadres congolais à exceller pour gravir les échelons. Ce n'est pas possible. Je vous avais dit l'autre fois pourquoi un prêtre peut devenir évêque, et puis un évêque peut devenir cardinal, mais un agent, un expert électoral ne peut pas gravir les échelons jusqu'à la présidence. Maintenant, revenons à cette question de la fraternité avec le président de la République. J'ai dit, écoutez, nous sommes descendus si bas dans notre pays qu'on ramène tout au président de la République. Si ce n'est pas son frère, c'est son cousin. Si ce n'est pas un cousin, c'est un beau-frère. Si ce n'est pas un beau-frère, non, arrêtons avec ça. Voyons d'abord l'homme, parce que jamais les anges ne viendront faire le travail à la place des Congolais. Ça sera toujours un Congolais de quelque part. Et les Congolais, les garanties que nous avons avec Denis Kadima, par exemple, je vous ai dit, il a conseillé, il a même participé à la création du forum de commission électorale de l'Afrique. Il a partie prenante au tout début. Et c'est pour cela qu'il est de toutes les élections en Afrique. Bon, maintenant, tout ce qu'il a demandé, il a prêché la transparence, il a prêché l'intégrité des élections, toutes les valeurs qui accompagnent la réalisation de bonnes élections. Et il a ouvert le processus à l'œil extérieur. Vous voyez. Mais en vertu de quoi, lui, il viendra ici pour se refermer sur lui-même et fabriquer ses propres résultats. Moi, je crois que c'est un candidat qu'il faut mettre là. Et puis, on va voir s'il va se dédier par rapport à tout ce qu'il a fait pendant plus de 20 ans à travers l'Afrique. Qu'il vienne maintenant dans son propre pays et pour faire le contraire. Non, je crois que nous devons apprendre à nous faire confiance. Nous sommes croyants. J'ai aimé une fois en Suisse, une fois, dans un débat autour des assurances. Alors, une compagnie d'assurance suisse avait paraphrasé Monseigneur Desmond Tutu, dont la foi ne peut être mise en doute par quiconque, qui avait dit que même Dieu est un risque. Oui, puisque nous ne l'avons jamais vu. Mais nous redoublons les efforts dans la dévotion pour risquer de les rencontrer. Vous voyez, ça signifie que nous faisons confiance en Dieu. Nous faisons pleinement confiance en Dieu. Mais nous ne l'avons jamais vu. Vous voyez, je crois que, et surtout, quand les suspicions, les doutes viennent des confessions religieuses, je crois que nous ne savons pas encore ce que ça signifie, la foi. La foi, c'est la confiance. Et puis, un homme ne sera jamais un ange. Mais il y a d'autres éléments, monsieur le journaliste. Oui, mais moi, j'ai d'autres éléments, justement, parce que, à vous entendre parler, j'espère que vous ne faites pas une fixation sur Denis Kadima. Toujours est-il que, dans la configuration, on parlera de la réforme ou des réformes électorales, avant la fin de l'émission, j'espère. Dans la configuration actuelle de la CENI, le président, il n'est pas tout puissant. Donc qu'il soit Kadima Ebotoko ou quelqu'un d'autre, bon, peu importe. Voilà d'ailleurs pourquoi est-ce que les catholiques et les protestants ont proposé
qu'on prenne quelqu'un d'autre qui ne soit pas Ebotoko, qui ne soit pas Kadima, qui peut même être un Kassaïen, tant qu'à faire, parce qu'il y a cette histoire où on veut leur jeter la pierre dans cette histoire des tribalismes. Non, d'abord, quand ils disent qu'ils veulent qu'on prenne quelqu'un d'autre, même un Kassaïen, là, c'est du mensonge. Parce qu'à l'ECC et à la Senko, il y a des candidats Kassaïens qui ont des bons profils, qui travaillent dans les élections depuis très longtemps, mais qui n'ont pas été retenus. Il faut qu'il y ait des raisons. Mais on a préféré, à l'ECC par exemple, on a préféré prendre un grand intellectuel que je respecte vraiment et je m'incline devant son savoir, mais qui malheureusement n'évolue pas dans le domaine des élections. Parce que les élections, ce n'est pas une affaire d'intelligence ou de bonne volonté. Il faut les connaître. Or, vous voyez la composition de notre commission électorale. Le gros est désigné par les partis politiques. Et les partis politiques ne désignent pas en fonction de l'expertise électorale. Ils désignent en fonction du militantisme. Mais qui peut sauver le processus? Parce qu'on ne peut pas avoir des apprentis à tous les niveaux. Qui peut sauver le processus? C'est là où il faut avoir un expert. Et nous, au niveau des confessions religieuses, par exemple, la discipline s'était donnée de mettre là quelqu'un qui maîtrise les opérations. Comme ça, il va booster les autres. Il va tirer les autres avec lui pour aller vers l'organisation de bonnes élections. Ça, c'est de un. Des deux, les élections, pour bien les réussir, il y a plusieurs niveaux qu'il faut observer. D'abord, il y a les lois, bien sûr. Déjà, même dans la mise en place des lois, il faut avoir de bons experts. On vous dira que, même pour la loi, ici, parce que vous avez parlé des réformes, la loi organique, l'expert qui a été jeté en pâture hier par la Senko et les CC, à l'Assemblée, on vous dira quel rôle il a pu jouer. Je ne fais pas sa publicité ici. Mais je suis en train d'illustrer pourquoi nous avons besoin d'experts. Même déjà en amont, dans la mise en place des lois, il faut des experts. Maintenant, dans la gestion des élections, il faut des experts aussi. Parce qu'il n'y a pas que les lois, il y a les bonnes pratiques. Il n'y a qu'un expert électoral qui peut vous dire, dans un tel environnement, dans un tel contexte, telle pratique peut nous amener au résultat. Ça ne peut pas, ce n'est pas de la magie. Ça, ce n'est pas de la magie. Il faut les connaître, il faut les savoir. Et c'est pour cela que nous militons pour que la présidence de la CENI ne soit assumée que par quelqu'un qui est vraiment, vraiment aguerri dans les questions électorales. Mais on parlait pour ne pas les citer aussi, si ce n'est pas Ebotoko, si ce n'est pas Kadima, ça peut être Paul Sapo. Oui, mais moi, d'abord, vous m'amenez à parler des candidats individuellement. Paul Sapo, c'est un ami que je connais de très longue date, qui me connaît aussi. Bon, il a déposé sa candidature quelque part, semble-t-il. Et bon, mais la candidature a été traitée au niveau des confessions religieuses. Et il n'y a pas que lui qui a déposé. Il y a Jérôme Bonso qui a déposé aussi sa candidature. Il y a Sylvain Loumou. Et chez moi, chez les musulmans, il y a Majaliwa qui est aussi un grand expert électoral. Je sais que ma sœur, Marie-France Edikaï, a déposé chez les protestants, alors que Bonso a déposé chez... Donc il y a beaucoup de candidats. Ce n'est pas seulement Kadima, Paul Sap. Je sais qu'il semble même que le Sen, Ronsard Malonda, a déposé quelque part dans une confession, mais on a accepté la candidature, ils n'ont même pas daigné l'aligner. Vous voyez que nous ne maîtrisons pas ce qui est derrière la tête de certaines confessions lorsqu'elles désignent les candidats. Mais au moins, ce que j'ai pu vérifier, c'est qu'au niveau des 6, quand ils désignent quelqu'un, ils tiennent compte à des critères objectifs que tout le monde peut vérifier. En tout cas, du point de vue de la technicité, personne ne peut contester. Alors, oui, sans vous interrompre, il serait aussi intéressant de savoir comment sortir de cette crise et comment éviter que tout un pays soit pris en otage. D'autant plus que le compte à rebours est déjà complètement dépassé et que nous sommes en retard par rapport à l'organisation des bonnes élections. D'accord, merci. Là, je dois humblement vous dire que, d'abord, ce n'est pas approprié de parler de la crise. Il n'y a pas de crise. Je vous dis toujours que la plupart du temps, quand il y a des tensions liées aux élections,
cela est l'effet des mauvais perdants. Malheureusement, en ce qui concerne la Senko et le CC, je ne peux pas aller des mauvais perdants parce qu'ils n'étaient pas compétiteurs. Mais c'est la mauvaise foi. Parce que les gens disent qu'il n'y a pas eu consensus. Est-ce que pour vous, dans une assemblée de 8 personnes, quand 6 personnes se mettent d'un même côté, vous ne voyez pas qu'il s'agit là d'un large consensus? Mais le consensus dit prendre en compte les autres. Justement, dans le consensus, il n'y a pas de majorité, des minorités. Alors là, vous parlez de l'unanimité. Et ici, il ne s'agit pas de l'unanimité. Mais c'est quand même un peu subtil. C'est-à-dire que le consensus, vous essayez quand même d'amener les autres. C'est pour cela que toutes les options sont mises sur la table et on débat. Notre constitution, la constitution de la République démocratique du Congo, à laquelle tous nous sommes attachés, c'est une constitution consensuelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été initiée, campagne a été battue pour son vote, d'autres ont demandé qu'elle ne soit pas votée, elle est passée. Dès lors qu'elle a remporté le suffrage, nous considérons que c'est une constitution mise en place par un large consensus des Congolais. Il en est ainsi, parce que ça ne sert à rien de chercher à promouvoir la démocratie quand vous ne voulez pas vous plier derrière les plus petits principes, les principes élémentaires de la démocratie. La démocratie, beaucoup disent que ce n'est pas le nombre, ce n'est pas de l'arithmétique, mais la démocratie s'exprime par le nombre. Donc ici, je disais donc que c'est un problème de mauvaise foi. Et ce n'est pas seulement un problème de mauvaise foi. Je vous dis, c'est une stratégie. Les CC et la Senko n'ont jamais voulu désigner quelqu'un à la tête. Ah bon? Oui, moi. On nous fait une grave révélation? Oui, je vais vous donner des raisons par rapport à cela. D'abord, en 2020, quand l'ECC a préparé le candidat qu'il nous a présenté, ce candidat, comme nous le connaissons tous, il est passé voir le chef de confession religieuse. Moi-même, à l'époque, j'étais secrétaire général de la communauté islamique. Il m'a vu, on a parlé, c'est un ami. Mais quand nous nous sommes retrouvés au niveau du secrétariat technique pour mettre ensemble les candidatures, nous, on a dit, nous l'avons vu. Vous savez quelle a été la réaction de notre collègue de l'ECC? Il est passé vous voir? Non. Et tout de suite, il est monté sur ses meilleurs chevaux. S'il vous plaît, allant jusqu'à menacer d'excommunication. Il a dit que le candidat allait être excommunié s'il était venu nous voir. Ah bon? Mais s'il vous plaît, comment pensez-vous gagner sa désignation? Vous savez que vous n'allez pas le désigner seul. Dans notre charte, il est écrit que pendant la désignation, chaque confession exprime une voix. Votre candidat essaie quand même de séduire ses électeurs. Vous dites que vous allez l'excommunier. Est-ce que on peut croire que vous voulez obtenir la désignation de ce candidat? Ce n'est pas possible. Et de la même manière, même maintenant, j'ai posé des questions. Aucun candidat de l'ECC n'est passé, enfin du moins celui qui a été présenté à la dernière minute, il ne s'est présenté devant aucune confession religieuse. Comment voulez-vous qu'on les désigne? De la même manière, au niveau de la Senko, le candidat qui a été présenté, moi je peux vous dire qu'à titre tout à fait privé, c'est un garçon avec lequel je suis en très bon terme. Je l'ai vu et je l'ai conseillé même de faire le tour des confessions religieuses. Il n'a vu personne. Mais ça signifie quoi? Que quand les chefs de confession arrivent là, la Senko impose ou le CC impose. Par contre, s'il parle de corruption pour d'autres candidats, les autres candidats, dès qu'il a déposé sa candidature, l'église ou la confession qui prend la candidature dit non, écoutez, nous avons pris la candidature, mais nous ne sommes pas capables de vous désigner seul. Essayez d'aller voir les autres. Il passe. Voilà le premier élément qui montre que nos amis n'ont jamais voulu faire désigner un candidat. Deuxièmement, vous savez, l'expertise, personne ne peut prétendre que l'Église catholique, la Senko, manque de l'expertise. Parce que tous nous sommes, moi-même, je suis produit de l'Église catholique. J'ai étudié dans les écoles catholiques, de la maternelle jusqu'au niveau supérieur. Je suis, moi, le produit de l'Église catholique. Les catholiques ne manquent pas de ressources. Mais qu'est-ce qu'ils ont de désigner toujours des candidats qui ne sont pas à la hauteur, là où ils savent que les autres confessions, qu'eux considèrent comme des petites confessions, désignent toujours les derniers calibres. Pourquoi?
Pourquoi ça? Parce qu'on dit celui qui veut aller loin ménage sa monture. Mais chez eux, ce n'est pas le cas. Je termine par vous dire que... Parce qu'il y a une question que vous m'avez posée avant à laquelle je n'ai pas répondu. J'insiste, monsieur le journaliste, que ce n'est pas le président de la CENI qui organise seul les élections. J'étais en train de vous dire qu'en 2006, c'est tout le Congo, toute la République qui avait organisé les élections. Parce qu'à l'image du dialogue et de l'accord global et inclusif, la CENI a été dirigée par toutes les composantes, toutes les entités, la société civile, et cette fois-là, avec des délégués venant de toutes les provinces. Mais les élections ont été contestées. Et c'est au travers des élections 2006 que pour la première fois, les armes ont crépité à Kinshasa. Et les armes lourdes qui ont emporté des vies humaines et qui ont causé beaucoup de destruction matérielle. En 2011, les élections ont été contestées. En 2018 aussi. Mais quel est le dénominateur commun derrière toutes ces contestations? Je vais vous révéler, vous êtes journaliste, vous le savez, mais moi je vais le dire, pour vous et pour l'opinion. En 2011, c'est un prélat catholique congolais qui a proclamé, alors qu'il était dans un séjour de soins en Europe, qui a proclamé ses propres résultats. Et c'est ce qui a fait que l'un des candidats, celui qui a perdu au second tour, a estimé qu'on lui a volé sa victoire. Et il y a eu affrontement ici. Vous n'avez pas oublié. Ça, c'est en 2006. En 2011, c'est un autre prélat. Je les respecte tous, parce que c'était des grands hommes de ce pays qui ont fait beaucoup pour ce pays. Mais avec eux, j'ai compris cette expression qui dit que le bon Homère sommeille quelquefois. En 2011, donc, c'est un autre prélat catholique occupant la fonction de celui qui avait fait sa proclamation en 2006, qui proclame aussi la fausseté des résultats. Malheureusement pour lui, il va annoncer des chiffres et des dates que le président Ngoïmou Lunda de l'époque n'avait jamais évoquées. Et l'opinion le sait très bien. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé à l'opinion le vocable « vérité des urnes ». Et cela a plongé le pays dans une ambiance insurrectionnelle. Malheureusement, en 2018, c'est la même Église qui a contesté les élections et notre compatriote Ronsard Malonde en fait encore les frais parce que pour cette Église, on a fabriqué les résultats. M. Ronsard avait fabriqué des résultats pour proclamer quelqu'un qui n'a pas gagné. Mon frère, si on n'a pas maîtrisé cette question, même si on prend un ange qui vient tout droit du ciel, on le place à la tête de la CENI, les résultats seront contestés. Parce qu'il y en a toujours, il y aura toujours parmi nous des gens, des faiseurs d'opinion qui préparent la contestation. Les élections recoupent cet adage qui dit comme on fait son lit, on se couche. Si on a préparé la contestation, il n'y a pas de magie. La contestation arrivera. Donc nous devons, dans les réformes, nous devons tenir compte de ce comportement de ces compatriotes, surtout de cette Église qui jette toujours l'opprobre dans nos processus électoraux. Les experts électoraux sur lesquels nous Donc vous dites qu'il faut balayer du revers de la main l'Église catholique, quoi? Non, non, comment on peut balayer un acteur aussi important? Mais parce que, je vous ai dit que je suis moi-même... C'est eux qui troublent les jeux. Non, mais il faut voir, il faut que l'Église catholique se remette en cause par rapport à ça. Si j'ai menti dans ce que j'ai dit, ce sont des faits. En 2006, tout le monde sait que quelqu'un a préparé, a proclamé les résultats de la présidentielle à partir de l'Europe. En 2011, quelqu'un a décrété la vérité des urnes en donnant de faux chiffres à de fausses dates. En 2018, c'est la même chose. Alors moi, c'est pour cela que je dis, non, l'Église catholique doit revoir ça. Et l'opinion doit savoir que quoi qu'on mette à la tête de la CENI aujourd'hui, mais on peut prendre même le président national de l'ECC. On le met aujourd'hui à la tête de la CENI. Tant que l'Église catholique agit de la sorte, nos élections ne seront jamais crédibles. Donc arrêtons de croire que la crédibilité des élections ne doit provenir que de la seule commission électorale à travers ses membres. Non, la crédibilité des élections dépend de notre comportement à nous tous qui voulons intervenir dans le domaine des élections. Non, non, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir en ce qui concerne la résolution? Parce que vous avez dit que ce n'est pas une crise. La voie de sortie de tout ceci.
Non, pour moi, la voie de sortie, c'est quand il y a un blocage. Nous sommes dans un cul-de-sac. Nous ne sommes pas dans un cul-de-sac. Les confessions religieuses ont fait leur travail. Je pense que le PV a été déposé. Maintenant, il appartient à l'Assemblée de valider ce procès verbal qui doit suivre son cours normal. Et je crois que ça sera justice. Ça sera justice. Merci beaucoup à M. Idriss Katenga. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout. Au revoir et à bientôt.